On va commencer tout de suite. On va commencer par se présenter, puis après ça, on va démarrer sur la thématique d'achat local. Donc, je me présente. Moi, c'est Angéline Lesage, agente aux communications pour Place aux Jeunes Centre du Québec. Je suis avec Audrey Michel, qui est agente de mobilisation aussi pour Place aux Jeunes Centre du Québec. Bonjour. Donc, oui. Donc, on a deux intervenants avec nous aujourd'hui. On a Charles Marceau-Coton de Montmarché et Philippe Dumas de Panier Local. Donc, je vais laisser Audrey faire l'introduction pour vous expliquer un petit peu rapidement qu'est-ce que c'est Place aux Jeunes, puis qu'est-ce qui nous a amené à parler de la thématique d'achat local. Puis ensuite, on va démarrer, là, on va présenter nos invités et tout ça. Donc, je te laisse la parole, Audrey. Oui, bonjour à tous. Donc, comme Angéline l'a introduit, mon nom c'est Audrey, Audrey Michel, Michel étant le nom de famille. Puis, je suis agente de mobilisation pour Place aux Jeunes Centre du Québec. Et aujourd'hui, mon rôle, ça sera de faire la modération des participants. Donc, Angéline va être notre animatrice et moi, je vais m'occuper de, si vous avez des problèmes techniques, d'essayer de régler ça avec vous. Ou si vous avez des questions, bien, je vais être votre voix aujourd'hui. Je vais expliquer un peu plus dans quelques instants là, comment ça va fonctionner pour les questions. Mais d'abord, comme Angéline l'a bien dit, je vais vous parler un peu de Place aux jeunes puis de pourquoi on voulait faire ce webinaire-là aujourd'hui. Donc, Place aux jeunes, c'est une organisation, Place aux jeunes en région, en fait, c'est une organisation qui existe un peu partout au Québec. Et sa mission, c'est euh, de faciliter l'établissement et le maintien des jeunes diplômés en région. Donc, on parle de jeunes diplômés, on parle de 18-35 ans. Pour ce faire, pour réussir à faire ce travail-là, on a des agents de migration qui sont présents un peu partout à travers la province. Et au Centre du Québec, on est chanceux, on a des agents de migration qui sont présents dans nos 5 MRC. Aujourd'hui, on est chanceux. On a 3 agents qui sont présents avec nous. Il y a Éric Pinette de la MRC d'Arthabasca. Il y a Maude Pellerin de la MRC de Nicolet-Yamaska. Et il y a Kim Leclerc de la MRC de Bécancour. Donc, je vous inviterai peut-être, les filles et Éric, à juste peut-être désactiver votre micro, dire bonjour pour que les gens puissent vous voir, savoir qui vous êtes, vous reconnaître. Bonjour tout le monde. Éric, Bonjour, Place aux Jeunes Arthabasca. moi c'est Kim, je suis agente de migration pour Bécancour. Allô, moi c'est Maude et je suis agente de migration. En fait, pour la plus belle, je tiens à le préciser, la plus belle région, Nicolet-Yamaska. C'est chez nous. Donc, merci à vous. J'en profite pour mentionner, si jamais vous voulez changer le visuel que vous avez, c'est en haut de votre écran. À votre droite, vous pouvez choisir la vue speaker. Donc, vous allez voir la personne qui parle ou vous pouvez choisir la vue galerie. Là, vous allez voir l'ensemble des personnes qui sont connectées. Donc, je faisais simplement vous le mentionner là, si vous souhaitez changer. Puis, ben, je vais aussi ajouter qu'on a Julie Rainville qui est agente dans la MRC de Drummond qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui et Chantal Tourigny dans la MRC de l'Érable, mais elles sont avec nous en pensée assurément. Maintenant, vous allez peut-être me dire, bon, ben, pourquoi Place aux jeunes veut faire un webinaire sur l'achat local? Eh bien, il y a différentes raisons. En fait, on ne se le cachera pas, la COVID-19 a chamboulé les plans de plein de gens, dont nous, à Place aux jeunes. Puis, une des activités qu'on organise régulièrement, c'est des séjours exploratoires. Et ces séjours exploratoires-là, c'est pour faire découvrir la région, les opportunités d'emploi, mais aussi pour faire découvrir les entreprises d'ici et les produits d'ici. Et avec l'interdiction de rassemblement, bien, ces séjours-là, on ne peut pas les tenir en ce moment. Et quand on voyait tout ce qui s'organisait autour de l'achat local, on s'est dit, bien, une de nos valeurs, nous, au Centre du Québec, c'est de démontrer le dynamisme de notre région. Et on s'est dit que c'est dans l'air du temps, ça serait un moyen justement de pouvoir représenter des entreprises et des produits d'ici qu'on n'aurait peut-être pas la chance de présenter à nos candidats à cause que le contexte ne nous permet pas de le faire. Donc, c'est comme ça que l'idée a germé à la base.
Si vous avez des questions maintenant sur ça ou sur toute autre chose qui va se discuter pendant le webinaire aujourd'hui, la façon que ça va fonctionner, vous avez 2 options. Soit vous pouvez inscrire vos questions dans le chat. Et donc, vous avez un bouton là, en bas qui est inscrit chat ou clavardage en bon français. Donc, vous pouvez inscrire vos questions directement là. Moi, mon rôle, comme c'est de faire la modération, je vais notifier Angéline pour dire on aurait une question de, par exemple, Éric qui veut nous poser une question. Je vais lire sa question. Par contre, si quelqu'un dit « moi, j'aimerais ça prendre la parole, poser ma question de vive voix pour avoir un échange avec les intervenants », vous avez un bouton dans le chat qui s'appelle « Lever la main ». Donc, vous pouvez appuyer là-dessus. Moi, ça m'envoie une petite notification pour me dire que vous voulez prendre la parole. Donc, par exemple, ça m'enverrait une notification pour me dire que Maude Pellerin voudrait prendre la parole. Alors là, je vais indiquer à Angéline, à Charles et à Philippe que Maude, elle aurait quelque chose qu'elle souhaiterait discuter avec vous. Donc, on va fonctionner de cette façon-là. Autre chose à mentionner également, l'événement d'aujourd'hui, c'est notre première. On est présentement en train d'enregistrer l'événement. On souhaite le rendre disponible après, mais on peut pas. On va voir si la technologie est de notre côté. Donc, si on a réussi à que l'enregistrement fonctionne, on fera parvenir un lien après pour pouvoir visionner de nouveau le webinaire. Ou si vous n'avez pas pu rester jusqu'à la fin, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui doivent quitter avant la fin, bien, vous pourrez aller compléter votre visionnement. Donc, sur ce, je crois que ça fait le tour pour moi. Je vais laisser la parole à Angéline à partir de maintenant. Donc, on a fini la petite introduction et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on passe aux choses sérieuses. D'abord, je vais vous demander, Philippe et Charles, d'un peu vous présenter, d'expliquer qu'est-ce qui vous a, votre parcours ou qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans le domaine de l'agroalimentaire, l'achat local, tout ça. Donc, commençons par Charles, puis ensuite, on poursuivra avec Philippe. D'accord. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va bien? OK. Moi, c'est Charles Marceau-Coton. Donc, je suis le coordonnateur, officiellement directeur général de Mon Marché depuis le mois d'avril 2019. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je parle, Angéline, pour commencer? Un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui être impliqué là, à Mon Marché? Est-ce que tu avais d'autres expériences? Est-ce que tu avais déjà un intérêt pour l'achat local? Ou est-ce que c'est le Mon Marché qui te l'a fait découvrir? Là? On veut savoir là, pourquoi est-ce que tu es impliqué comme ça? Oui, OK, c'est bon. Moi, je dirais que mon intérêt, ça a commencé il y a quelques années. J'ai fait un bac en développement international à Québec en 2009-2012. C'était pas mal différent du domaine dans lequel je suis en ce moment, mais j'étais comme au milieu de la vingtaine à ce moment-là, puis tranquillement, pas vite, il y a comme une prise de conscience qui s'est faite pour moi de la provenance de nos aliments, comment ils sont produits, qu'est-ce qu'on mange. Puis c'est ça, c'est un cheminement que ça fait des années que j'ai, en fait, puis que j'avance avec le temps. Puis à l'époque, tout ce qui était agriculture biologique, comment pousser les légumes ou autre, la production des aliments, transformation des aliments, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas, en fait. J'ai grandi en banlieue de Montréal, puis on avait un petit jardin chez nous, mais c'était plus ma mère qui s'en occupait. Fait que j'ai jamais vraiment baigné là-dedans. Mais quand j'étais rendu, c'est ça, à l'université, tranquillement, pas vite, ces questions-là sont, tu sors de chez tes parents, tu commences à cuisiner toi-même. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a des questionnements qui se sont faits avec le temps. Puis, à la dernière année de mon bac, en fait, avec une amie, on a adhéré à un panier de légumes bio directement d'un agriculteur de la région. Puis, ça a comme été un début de révélation pour moi de ce contact-là direct avec le producteur, découvre des nouveaux légumes, des nouveaux aliments, on apprend à les cuisiner. À toutes les semaines, tu vas chercher ton panier. Puis c'est comme tout l'échange qu'il y avait avec le producteur, mais ça a été un début de questionnement. À la fin de mon bac, j'étais un peu en questionnement sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'ai eu comme une passe de déprime, on pourrait dire, là, une espèce de croisée des chemins de bon, qu'est-ce que je veux vraiment donner comme sens à ma vie, tu sais. Puis, fait que j'ai décidé de partir 1 an au Mexique, moi, faire du woofing sur des fermes écologiques.
L'Amérique latine, j'étais déjà allé une couple de fois, puis c'était vraiment une région qui m'attirait. Le contact plus de proximité, collectif, l'esprit collectif, plus, tu sais, ici, je trouvais toujours que c'était plus individualiste, mais il y a quelque chose en Amérique latine qui m'attirait beaucoup. Fait que, bref, j'ai fait un an là-bas, un peu plus qu'un an. Puis je m'étais apporté des livres sur l'agriculture, sur l'horticulture. J'ai vraiment fait... j'ai eu la chance de participer à vraiment des beaux projets avec des belles personnes, différents types de projets, permaculture, agriculture, bioconstruction. J'ai moi-même créé mon jardin à ce moment-là, dans les derniers mois. Puis fait que ça m'a vraiment comme allumé. J'ai beaucoup appris autant pratique que plus théorique avec mes livres. Puis quand je suis revenu au Québec, en fait, je m'étais fait une copine mexicaine à l'époque qui restait dans un éco-village. Éco-village qui est une communauté, en fait, où se rassemblent des gens avec des valeurs, qui partagent des valeurs similaires. Fait que quand je suis revenu au Québec, elle m'avait accompagné à l'époque, puis on s'était cherché une place où, justement, on pourrait continuer à s'impliquer dans une communauté en agriculture biologique. Puis ça a été à Amenor que j'ai trouvé ça. Ça s'appelle l'éco-village de la Cité écologique. Fait qu'on est allé faire un stage là-bas. À ce moment-là, on a travaillé sur la ferme, on s'est impliqué dans la communauté. On a vécu la vie là-bas pendant 2 mois. Puis après ça, moi, ça m'a beaucoup plu. Fait que, en fait, je suis resté là-bas. Fait que je reste encore dans cette communauté-là. Ça va faire 6 ans. J'ai travaillé sur des fermes. C'est une ferme maraîchère biologique. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près. Fait un peu de toutes les tâches. Puis tranquillement, pas vite, là, je suis allé vers la mise en marché. Fait que tisser des liens avec des commerces, avec d'autres producteurs. Puis c'est ça. Puis pour différentes raisons, moi, j'ai un handicap physique au bras de naissance. Fait que entre autres, j'ai moins de force. Fait que moi, ça devenait à un moment donné trop dur pour moi, l'agriculture. Fait que l'an passé, le poste de direction s'est ouvert à mon marché. Puis j'ai senti que le timing était bon. Fait que j'ai appliqué et j'ai eu le poste. Fait que c'est un peu tout mon parcours de comment j'en suis arrivé là. C'est vraiment de m'interroger sur d'où viennent nos aliments, comment ils sont produits. Au début, c'était beaucoup le maraîchage, mais là, tranquillement, pas vite, j'apprends aussi d'autres types d'aliments, les viandes, les fromages, le pain, les produits transformés. Fait que c'est tout un univers en soi, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que la nourriture, c'est quelque chose de vraiment affectif. Fait que c'est comme on a besoin de manger, on a besoin de bien manger. Puis j'ai toujours eu le questionnement, en fait, de justement me questionner sur les choses. Puis là, dans ce cas-ci, c'est d'où vient notre alimentation. C'est ça. C'est ma petite présentation personnelle, mon parcours en bref. Je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on finit tous par avoir, là, de commencer à s'interroger sur les aliments qu'on mange. Puis là, de fil en aiguille, on se met à penser de plus en plus large d'où ils proviennent, de l'implication que les aliments peuvent avoir là, par la suite. Donc, c'est intéressant comme parcours. Puis, on peut se reconnaître là-dedans. Là, donc, et toi, Philippe, est-ce que c'est un petit peu le même genre de cheminement que tu as eu ou… Différent, je pense. J'ai un background, en fait, en management, en culture. Culture pas maraîchère, la culture, celle qu'on chante et qu'on présente, mais ça reste que j'étais un grand foodies quand même à travers ça. J'étais vraiment porté à s'intéresser d'où vient la nourriture. Puis bref, j'aime beaucoup notre bon Québec. Dans mes voyages, ça faisait déjà partie de mon contenu de voyage que de goûter les régions que je visitais et tout ça. Moi, c'est pour faire le lien en fait avec la région et tout ça, j'ai quitté la région pendant une dizaine d'années. Et puis moi, je suis de retour au centre du Québec depuis 1 an au poste de direction générale au Moulin Michel à Gentilly. Donc, rapidement, je vais vous montrer une petite photo pour que vous l'ayez en tête si vous ne connaissez pas. C'est ce super bâtiment patrimonial qui, aujourd'hui, c'est un musée, une salle de spectacle, un lieu aussi gourmand. On a une table champêtre puis une boutique aussi champêtre sur place. Donc, on est un lieu touristique et culturel, mais qui fait aussi beaucoup la promotion des produits locaux et régionaux par notre mission aussi agroalimentaire. Le moulin est toujours en fonction. Donc, on fabrique toujours notre farine de sarrasin ici.
Donc, je dirais que c'est le bain dans lequel je baignais, que je baigne depuis maintenant 1 an. Et quand est arrivée la crise du coronavirus et tout ça, j'étais déjà en lien avec ces gens-là avec qui on vendait à la boutique ou encore qu'on mettait sur la table, à la table champêtre. Puis avant la crise même, c'est vraiment juste ce lien-là que j'ai pu développer avec les producteurs transformateurs de la région. Puis même en étant nous-mêmes aussi un transformateur avec la farine, et l'histoire du moulin aussi qui m'a amené vraiment à développer encore plus ces valeurs-là. Rapidement, un topo. Le moulin qu'on a à Gentil, c'est un moulin seigneurial qui est quand même de petite taille pour ceux qui l'ont visité. On n'a qu'une seule meule et il n'y a pas d'autres modes de production autour. Il n'y a pas de scierie, il n'y a pas un moulin à peinture. C'est vraiment que de l'alimentation. Puis ça, c'est l'utopie française quand ils ont développé les seigneuries, c'était de faire plusieurs petits moulins dans plusieurs seigneuries pour favoriser les échanges entre les seigneuries. Comme ça, si tu voulais faire scier ton bois, il fallait que tu ailles dans le village, la seigneurie d'à côté. Pour ta farine de blé, il fallait que tu ailles à Saint-Pierre-les-Béquets. Pour ta farine d'avoine, d'orge et tout ça, tu venais à Gentil. Fait que c'était un peu en tout cas, c'est un modèle de développement économique que j'adhère encore beaucoup, le fait de coopérer autant comme ça entre petits secteurs. Puis, c'est ce qui est venu, je pense, un peu teinter mon implication aussi dans l'achat de proximité et l'agroalimentaire. Puis ça m'amène à ma deuxième question. Là, en fait, le panier local et mon marché, c'est différent. Là, puis ça va être intéressant de comparer un petit peu là, les deux façons que vous avez eues de vous adapter parce que mon marché existait déjà avant la crise du coronavirus, alors que panier local, en fait, c'est une initiative qui a démarré suite à la pandémie. Donc, on va commencer par toi, Philippe. Là, en gros, qu'est-ce qui vous a amené là, quand même de façon extrêmement rapide à développer une plateforme, à faire les livraisons, contacter les producteurs? Est-ce que tu veux m'expliquer un petit peu les débuts de panier local? Oui, bien en fait, ce qui était possible de se mettre en place, ah non, on le voit pas. Bon, attendez, je voulais vous projeter le visage de mon partenaire dans ça, Frédéric, qui est aussi, bon, on voit sa grosse face. Mais donc, on est deux là-dedans depuis le début. Puis, je dirais, c'est la polyvalence puis la complémentarité de nous deux qui a fait qu'on est en mesure de lancer aussi rapidement dans le COVID. En premier, comme je disais, avec le moulin, j'avais déjà un réseau établi dans les producteurs transformateurs. Puis, du côté de Frédéric, c'est un professionnel en communication et en marketing numérique. Donc, on s'est alliés là-dedans pour pouvoir créer rapidement une plateforme numérique avec du contenu et avec un modèle d'affaires aussi innovant. Et innovant, il y a quelques, on a parlé tantôt, Charles et moi, puis il y a quand même quelques différences entre nos deux modèles de fonctionnement. Puis, c'est là où le COVID nous a permis de penser. La clientèle était prête à penser autrement à cause du coronavirus. Donc, ça nous a permis de penser à un autre modèle de livraison et de cueillette. Donc, oui, c'est ça. Donc, quand la crise est arrivée, sincèrement, l'étincelle, c'est que moi et Fred, on voyait les producteurs qui en arrachaient pas nécessairement dans la quantité vendue, mais ils étaient chamboulés par le mode d'opération qui changeait complètement. Du jour au lendemain, on leur demandait de vendre en ligne, puis même la pression qui provenait de la clientèle de se faire livrer était énorme, mais les producteurs étaient déjà occupés, un, à produire, puis là, deux, avec le coronavirus, à produire encore davantage. Mais, fait que c'est ça, on est arrivé en voyant comme la première idée, comme tout le monde, la première idée, je pense que tout le monde a eu, c'est de se dire, ces gens-là ne seront plus capables de vendre. En parlant, on s'est rendu compte, non, c'est pas tout à fait ça. Ces gens-là seront plus capables de se distribuer. Donc, ils perdent les restaurants, ils perdent des magasins qui ont fermé. Puis là, c'est là, nous, où on essaie de penser une plateforme en ligne qui rendrait autant service aux clients, qui pouvaient plus sortir de la maison et qui pouvait autant servir aux producteurs pour trouver un modèle alternatif de distribution et celui qu'on désire depuis longtemps, le local, qui paradoxalement, le local est parfois peu accessible au local. Donc, c'est ça. Ce que je comprends, c'est que l'enjeu pour les producteurs, c'était pas la demande. Il y avait des gens qui voulaient obtenir les produits, mais ils n'étaient pas tous nécessairement en mesure de faire leur propre plateforme, la gérer, alimenter sur le site. Donc, vous, c'est ce que vous venez compléter là, avec le panier local. On vient connecter le producteur au client, exact. Super.
Bien, puis Charles, vous existez déjà, vous avez dû vous adapter à la crise. Comment ça s'est fait, cette adaptation-là que vous avez dû effectuer? Ben, nous autres, c'est drôle en fait parce que Philippe, lui, c'était plus dans une optique producteur, tu sais, de répondre à une demande d'un producteur. Nous autres, vu que la plateforme était déjà active depuis longtemps, on est déménagé au mois de septembre. Nous autres, on a aménagé une boutique. J'en parlerai plus tantôt, mais nous autres, c'était plus orienté sur le consommateur. Fait que, est-ce qu'on va être capable de fournir à la demande des consommateurs? Parce que la plateforme était déjà là, fait qu'on avait déjà tous nos producteurs d'inscrits avec les produits. Fait que nous autres, le gros défi, en fait, ça a été de dire, bon, mais là, on est monté jusqu'à 6 fois plus de ventes une semaine, la semaine de Pâques, qu'avant la crise. Fait que là, c'était de se dire, aïe, on va être capable de répondre à la demande? Puis, fait que ça a été beaucoup ça, notre adaptation, en fait, donc d'avoir du personnel puis des équipements pour être capable de fournir. Nous autres, comment on fonctionne, en fait, c'est qu'on a une plateforme web depuis 10 ans. Puis, à toutes les semaines, la fin de semaine, les clients peuvent aller passer une commande. C'est pas obligatoire, c'est pas obligé d'être à toutes les semaines, mais tu peux commander à toutes les semaines. Fait que tu as du vendredi au lundi pour commander. Puis, il y a vraiment plusieurs producteurs. On a à peu près 75 producteurs. Je vais essayer de le montrer, ce ne sera pas long, là. Partager l'écran. OK. Ça. Bon. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit. Fait que ça, c'est notre plateforme à nous autres. Fait que les gens, quand ils se connectent, ils ont le choix d'y aller par produit, donc par catégorie de produits. Donc, exemple, alcool, bartende, boisson, produits de boulangerie, etc., etc. Puis les gens peuvent aussi choisir d'y aller par producteur. Donc, on a à peu près, c'est ça, 75, 80 producteurs qui ne sont pas tous actifs en même temps. Ça dépend de la saison. Quand c'est, mettons, les fraises, bien, il y a un producteur de fraises qui va être actif. Sinon, bien, le restant de l'année ne sera pas là. Mais il y en a quand même à peu près 70-75 producteurs qui ont des produits actifs par semaine. C'est différents types de produits. Vraiment comme une épicerie, en fait. Pas juste des produits maraîchers, on a vraiment tout type de produits. Donc, c'est ça, les gens ils peuvent commander sur le site la fin de semaine. Okay. Puis après ça, les producteurs viennent livrer sur place au marché les mercredis. Puis après ça, nous autres, on monte les commandes, on livre à domicile le jeudi et les gens peuvent aussi venir en boutique chercher leurs produits le vendredi et le samedi, en ce moment avec la crise. Puis, fait que dans le fond, nous autres, avec le déménagement, on a plus juste la commande en ligne avec le boutique Point de Chute, on a aussi aménagé une boutique de vente au détail. Fait que les gens ont accès aux deux options. Ils peuvent soit acheter juste en ligne ou acheter juste en boutique ou combiner les deux. Il y en a qui font les deux. Donc, quand la crise est arrivée, nous autres, ben, on avait des installations pour la quantité de produits qu'on avait à ce moment-là, mais pas plus. Puis, on avait aussi quelques employés avec des bénévoles. Depuis le début, nous autres, on fonctionne beaucoup avec des bénévoles. On est un OBNL. Puis, donc, notre mission première, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment de donner une vitrine aux producteurs de la région, puis de mettre en lien les producteurs avec les citoyens. Fait créer un mouvement de proximité, de savoir d'où vient ta nourriture, réduire le transport, puis réduire aussi le gaspillage alimentaire. Donc, quand la crise est arrivée, bien là, on s'est mis à avoir des ventes qui augmentaient drastiquement. Donc là, on a fait appel à tous nos bénévoles à chaque semaine pour qu'ils viennent donner un coup de main. On a reçu vraiment beaucoup d'aide. Puis en plus, beaucoup de gens, ils étaient au chômage à ce moment-là. Fait qu'on recevait même des demandes. « Hey, je peux-tu venir vous aider? Là? J'ai du temps à donner, puis j'aime votre mission. » Fait que c'est ça, on a eu plein d'aide durant les 2 mois de la crise. On a fait un appel à des producteurs ou à des citoyens s'ils pouvaient nous prêter certains équipements réfrigérés le temps de la crise. Fait qu'on était capable d'augmenter aussi la quantité d'équipements pour pouvoir recevoir tous ces produits-là à chaque semaine. Fait qu'on a été capable de bien répondre à la crise. Je pense que les gens ont été très satisfaits du service qu'on a offert. Puis ça a permis aussi à beaucoup de gens de découvrir l'achat local. Parce que, oui, on en parle depuis longtemps de l'achat local, mais c'est pas tout le monde qui adhère au mouvement, puis à différents niveaux aussi.
Puis on dirait, dans le fond, que la crise, qu'est-ce qu'elle a contribué à faire? C'est vraiment de changer un peu les mentalités. Puis les gens qui se disaient depuis longtemps, il faudrait bien que je le fasse, soit acheter au marché ou acheter de producteurs de la région, transformateurs de la région, ben là, il y a comme un déclic qui s'est fait, puis ça a comme facilité ce mouvement-là. Fait que pour nous autres, ça a été vraiment une crise bénéfique. Puis on espère que justement les Québécois vont continuer justement de valoriser l'achat local puis les producteurs de la région. Mais c'est ça, au centre du Québec, on a vraiment senti une vague là, des citoyens là, qui se sont mobilisés. On pourrait s'attendre à ce que, justement, ce soit les producteurs, on n'est pas capable de vendre, il n'y a pas de demande, mais au contraire, là, de ce que vous dites, il y a vraiment une augmentation des ventes et de l'achat. Quels sont les retours là, des producteurs par rapport à ça? Est-ce que Angéline, je peux-tu t'interrompre? J'aurais une question, moi, pour Charles, parce qu'il mentionne que ça fait 10 ans que la plateforme existe, mais j'étais un peu curieuse de voir, Mon Marché, à la base, c'est né comment? Oui, Mon Marché à la base, c'était Angèle, qui est encore présidente du CA. C'est elle qui a cofondé ça avec du monde. Fait elle, c'est vraiment cool. Elle est partie du concept des marchés de solidarité régionale qui a débuté à Sherbrooke en 2006. Puis le monsieur à Sherbrooke, lui, son idée de départ, c'était justement, il y a des producteurs qui font plein de produits dans la région, mais qui n'ont pas une vitrine ou qui ne sont pas capables de vendre sur place ou qui vendent plus loin que la région. Puis inversement, tu as plein de gens de Sherbrooke qui veulent cacher des produits qui ne viennent pas de la région. Fait que, pourquoi pas essayer de faire une espèce de maillage entre les deux parties. Puis dans le cas d'Angèle, en fait, elle est allée voir des producteurs chez eux. Elle est allée leur parler du concept qu'elle voulait réunir des producteurs sur une même plateforme puis offrir une vitrine, une plateforme regroupée pour donner une vitrine en fait aux producteurs. Puis c'est comme ça que ça a parti en 2009. Fait qu'il y a eu une première version, je pense, du site Internet qui a été faite. Après ça, on a créé une meilleure version plus pratique. Fait que c'était vraiment ça. Ça a été vraiment un contact direct avec le producteur, puis en disant qu'on veut regrouper des producteurs pour faciliter la mise en marché locale. Puis ça a fait son chemin tranquillement, pas vite. Bon, ça m'amène dans ma question là, pour Philippe, de savoir comment vous avez fait pour approcher en aussi peu de temps les producteurs, puis faire des liens, puis quels ont été les retours là? Comment ça s'est mis en place? Oui, dans le fond, c'était un double défi parce que nous, en fait, c'est ça, on partait de zéro. Mais je dirais l'écoute était là du côté des producteurs. Ils étaient vraiment attentifs parce qu'on arrivait à un moment de crise aussi pour eux. Dans le fond, je peux peut-être expliquer comment le panier local fonctionne. Puis après ça, montrer la corrélation avec les besoins des producteurs. Au final, c'est que nous, ce qu'on leur proposait, c'était comme Mon Marché de leur offrir une vitrine en ligne et un système de logistique. Nous, à la différence de Mon Marché, Panier Local n'est seulement qu'une plateforme en ligne. On n'a pas de lieu physique, on n'a pas de boutique, on n'a pas de centre de distribution. J'imagine celui de Mon Marché, ça ne doit pas être énorme, là, mais c'est ça, on n'a pas de local. Donc, c'est vraiment une activité en ligne. Puis, pour le producteur, de son côté, il conserve son inventaire sur place. Il n'y avait pas à livrer. Nous, tout ce qu'on leur envoie dans le processus d'achat, dans le fond, le client se rend sur Panier Local, que je peux vous partager aussi. Voilà. Donc, les gens se rendent sur Panier Local. Ils peuvent, ils voient davantage, dans le fond, les commerçants ou encore les producteurs, en fait, soit par producteur ou par type de produit. Puis ensuite, dans le fond, ils assemblent leur panier comme ils le veulent. Ensuite, on a une livraison par semaine par territoire. Donc, une livraison pour la Rive-Sud, pour la ville de Bécancour, une autre journée pour MRC-Nicolet et Trois-Rivières. Donc, le territoire, dans le fond, le territoire de livraison est le même que le territoire où on fait la cueillette. Donc, ici, vous voyez la carte d'où proviennent les producteurs. Bien, dans le fond, c'est
la livraison se fait dans le même territoire. Donc, les gens passent la commande, ils sont livrés dans un délai maximum de 6 jours, dans le fond. Puis, pour les producteurs, comment que ça se passe? Ils reçoivent un bon de commande une journée avant la livraison, 1 à 2 journées avant la livraison. Ils préparent la commande au nom des gens qui ont commandé. Puis, après ça, la cueillette, le camion de panier local, maintenant, en fait, c'est ça. Au début de la pandémie, on n'avait pas de camion. C'était une voiture avec des couleurs, puis la chaîne de froid, c'était avec ça, avec des glacières et de la glace et tout ça. Parce on s'est donné le défi de pouvoir aussi vendre des produits frais comme du pain et comme très bientôt du lait. Fait que c'est quelque chose qu'on voulait vraiment rendre possible au final, de rendre l'épicerie locale accessible, de se faire l'équivalent d'une épicerie localement. Bref, tout ça pour dire que donc la livraison se faisait en voiture et maintenant en camion réfrigéré. Comment que ça se passe? Donc, par exemple, le jeudi, on reçoit toutes les commandes. On les a envoyées la veille. On part en camion. C'est Frédéric, d'ailleurs. C'est ça, Frédéric qui aurait bien voulu être là aujourd'hui, mais il est en livraison aujourd'hui. Donc, lui quitte et passe chez tous les producteurs, prend tous les produits et ensuite, avec un logiciel de circuit intelligent, repasse dans tout le territoire desservi pour faire la livraison et c'est la même chose le lendemain. Donc, ça, on reviendra peut-être plus tard. C'est quand même une particularité intéressante du côté de panier local. Donc, c'est en expliquant ce principe-là aux producteurs de se dire, bien, au final, tu vas recevoir un bon de commande pour 30, 40 clients différents. Il y a un seul paiement. Il n'y a pas des paiements par virement Interact. En fait, c'est vraiment la simplicité dans un contexte d'instabilité qui les ont rapidement fait embarquer et adhérer à panier local. Donc, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, il y a eu beaucoup des producteurs entre eux. On est parti avec un réseau de 7 producteurs seulement. Puis là, ça a grandi de semaine en semaine. Puis c'est ça le défi, c'est de mettre en ligne aussi vite qu'on peut les producteurs et les produits et de l'autre côté, répondre à la demande de la clientèle. Et c'est ça. Donc, il est vraiment là le défi. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 24 producteurs des 2 MRC de Nicolet, Bécancour et Yamaska. Puis on en a quelques-uns aussi, là, si vous allez sur le site, vous allez voir pourquoi on a le caféier, par exemple, de Trois-Rivières. Mais la politique qu'on a développée, c'est de rendre accessible le plus de produits locaux dans un rayon de 40 km autour de la région, mais en favorisant quand même nos 2 MRC. Et il n'y a personne sur notre territoire qui fait de la torréfaction de café. Il y en a qui font la vente ou la mouture, mais notre but, c'est tout le temps de se rapprocher le plus près possible du producteur. Donc, par exemple, si on a un fermier qui transforme lui-même ses produits, bien, il va être favorisé plutôt que quelqu'un qui fait seulement transformer des produits qui, eux, peuvent venir d'ailleurs au Québec. Bref, c'est un peu la philosophie dernière panier local. Et... termine, Philippe, puis on a des questions ensuite. OK, parfait. Donc, dans le fond, comment on a mobilisé les producteurs, je pense que c'est ça. C'était très rapidement, on leur simplifiait une bonne partie de leurs opérations. Puis pour les producteurs qui avaient déjà une boutique en ligne aussi, ça, c'est intéressant. On ne remplace pas leur boutique en ligne. On n'est pas quelqu'un, on n'est pas une boutique qui va leur faire compétition. Nous, notre offre, dans le fond, c'est qu'on combine tous nos produits régionaux dans une seule commande, dans un seul paiement. Donc, c'est vraiment ça notre philosophie, c'est de se dire, en une commande, tu peux te faire ton épicerie complète locale. C'est un gros avantage aussi pour les consommateurs d'avoir la livraison là, qu'ils n'auront peut-être pas avec le producteur là, directement. Exact. Je sais que plus tard, on va parler de l'avenir de nos plateformes, mais nécessairement avec le déconfinement, dans les prochaines semaines, là, on va annoncer. La semaine prochaine, on annonce et dans 2 semaines, il va y avoir les premiers points de cueillette actifs. Donc, plusieurs points de cueillette dans les MRC qui vont rendre accessibles tous les produits à moindre prix partout sur le territoire. Donc, on voit vraiment un beau côté en plus de combattre les déserts alimentaires de ce côté-là en se décentralisant partout, en fait, sur le territoire. Donc, on avait une question qui était est-ce qu'il y a un montant minimum que le consommateur doit faire pour avoir la livraison?
Non, il n'y a pas de montant minimum. Quelqu'un peut acheter pour 20 et il peut se faire livrer sans problème. Le principe est que dans un souci d'accessibilité, on a mis un prix de livraison unique pour tous. Donc, peu importe le nombre de produits que tu achètes, l'argent que tu mets dans ton panier, et peu importe l'endroit où tu habites sur le territoire, le prix de livraison va être le même, c'est 10 et les points de cueillette vont venir le baisser, mais quand on compare avec un système de livraison de restaurant, par exemple, qui, lui, part du restaurant, va chez vous et ça avoisine les 5 nous, dans notre cas, on assemble tous les paniers et ensuite on livre. C'est quand même très abordable. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut communiquer aussi. On aurait pu mettre le prix, comme une épicerie, on aurait pu augmenter le prix de chacun de nos produits, mais nous, c'était pas dans notre philosophie. On a voulu vraiment être une vitrine pour les producteurs. On affiche les mêmes prix qu'eux chez eux. Donc, c'est pas. Donc, pour répondre à la question, le montant, il n'y a pas de montant minimum et le prix est fixe à 10 Charles, je vois que tu as répondu dans le clavardage, mais tu peux peut-être donner ta réponse de vive voix également. Ben oui. Nous autres, comment on fonctionne, c'est avant, c'était juste la livraison à Victoriaville. Puis, ça coûtait 5 si tu commandais moins de 75 et c'était gratuit en haut de 75 Là, avec la crise, vu qu'il y avait plus de demandes puis de besoins, puis on voulait offrir un meilleur service, fait qu'on a élargi en dehors de Victo. Donc, dans toute la MRC d'Arthabasca, le temps de la crise. Puis là, c'était 10 si tu commandais moins de 75 ou 5 si tu commandais pour plus de 75 Là, la crise est finie, fait qu'on voit que le service de livraison à domicile est encore très populaire et très en demande. Donc, on l'a gardé, mais maintenant, c'est dans un rayon de 15 km autour de Victoriaville avec les mêmes frais. Puis, nous autres, c'est des bénévoles. Fait qu'en fait, on fait appel à des bénévoles aussi pour faire la livraison. Donc, ils viennent avec leur voiture. Puis, on a une application qui fait des circuits de livraison pour que ce soit plus efficace, pour pas qu'ils se promènent partout en ville ou dans différentes villes. Puis, dans le fond, on les rémunère, nous autres, au kilométrage plus un montant de l'heure. C'est ça. Dans le fond, parce que la deuxième question, c'était, Charles y a répondu, là, c'était de quelle façon les frais du camion, essence et temps du livreur sont partagés. Donc, si tu peux répondre de ton côté, là, Philippe. Oui. Donc, les frais de livraison, les frais de la logistique là, de panier local sont partagés. Il y a une partie qui est le côté de logistique et de mise en œuvre et du côté du producteur. Dans le fond, on travaille avec eux pour trouver pour pouvoir opérer et pouvoir afficher leurs produits. Puis de l'autre côté, du côté du client, dans le fond, de l'acheteur, lui paie vraiment physiquement. Le 10 reflète réellement, sans profit et sans grande marge de manœuvre, les coûts de livraison. Et sinon, ouais, c'est ça. Puis nous, dans le fond, le principe, c'est que c'est Frédéric vraiment, puis quand vous aurez l'occasion de lui parler, parlez-lui, mais c'est vraiment Frédéric qui porte à 90% le projet. Là. Moi, justement, par rapport au Moulin Michel, je suis toujours au Moulin Michel, fait que le temps de panier local, je le fais en extra. Donc, bref, notre idée, c'est une initiative citoyenne on est les deux pour l'instant là-dedans. Frédéric, c'est tout lui qui fait le marketing et qui fait lui-même la livraison. Donc, c'est comme ça qu'on arrive là. C'est pas des employés, c'est pas non plus des bénévoles, mais c'est toute la même personne. Ce qui fait, pour l'instant, c'est épuisant, mais on le voit d'un bon œil parce que Frédéric rencontre tous les producteurs. Il y a un lien avec chacun des produits, avec chacun des producteurs. Puis en plus, il rencontre physiquement les clients. Fait qu'on est une boutique en ligne, mais lui a la chance en plus de rencontrer physiquement les clients puis de leur parler de ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'il y a dans leur panier. Fait que c'est l'idée d'avoir une même personne, éventuellement, peut-être on cherche à avoir plus d'aide du côté de la livraison, mais d'avoir des gens impliqués dans panier local pour qu'ils soient en mesure de parler des producteurs et des produits. Puis ça m'amène au prochain point de dire que l'achat local, c'est très important. Surtout ici, on a la chance d'avoir une grande variété de produits au centre du Québec avec une foule de producteurs qui offrent des produits vraiment super, là, qui sont excellents, de la plus haute qualité. Puis ça a aussi, l'achat local a des impacts au niveau environnemental, au niveau
communautaire, économique, social. Là. Donc, on pourrait peut-être mettre quelques petits mots là-dessus au niveau environnemental. Philippe, vous avez annoncé là, Ouais. que ça a Ouais, vraiment on a un gros calculé impact. Là. notre impact et surtout ce qu'on sauve. Là. On l'a annoncé, je pense, c'est avant-hier, mais grosso modo, je peux peut-être aborder le côté intéressant de notre modèle de livraison. Étant donné qu'on n'a pas d'entrepôt et tout ça, et que tout se fait dans un même transport, on s'est aperçu, en fait, on s'est étonné que de voir qu'on fait partie de l'économie circulaire. On est en collaboration avec Québec Circulaire en ce moment pour avoir notre accréditation avec eux. Mais grosso modo, l'économie circulaire, habituellement, ce qu'on est habitué d'entendre, c'est le déchet de l'un et le produit de l'autre et l'intrant de l'autre. Mais nous, dans notre cas, étant donné qu'on vient joindre la cueillette d'aliments, l'entreposage et la livraison du dernier kilomètre dans un même service, c'est le principe de l'économie. On rentre dans les principes de l'économie circulaire et on s'est aperçu aussi en cours de route que c'était vraiment bénéfique du point de vue environnemental aussi, en plus de ne pas centraliser des opérations et de vraiment optimiser au maximum la livraison du dernier kilomètre. Rapidement, pour expliquer, la livraison du dernier kilomètre, c'est celle qui part du centre de distribution et qui va, mettons, à votre Poste Canada à côté de chez vous. C'est celle qui part du poste c'est celle qui fait le dernier kilomètre, en fait, vers le domicile et celle-là est réputée pour être la plus coûteuse et la plus polluante aussi en plus. Donc, on est vraiment content d'avoir réussi à faire un modèle qui se concentre sur le dernier kilomètre, mais qui sauve des ressources incroyables. On a fait le calcul en 2 mois d'opération. C'est 200 tonnes de CO2 épargnées en faisant ça. Puis 200 tonnes, je me souviens plus, on l'a communiqué, je pense que c'est 33 allers-retours Montréal-Vancouver. En termes d'impact environnemental là, épargné, au final, c'est ce que ça représente c'est un principe vieux comme la Terre, peut-être pas, mais vieux comme de plusieurs années, l'idée de faire de l'achat groupé pour faire des économies. Les agriculteurs le font. Dans les années 70, c'était même à la mode de faire des achats groupés pour avoir un prix diminué. Et nous, on va chercher l'intelligence de livraison. Comme Mon Marché, aujourd'hui, c'est possible de faire la livraison intelligente et de faire le moins de kilomètres possible pour répondre au plus de gens possible. Bref. Fait que c'est en unissant les deux qui nous a vraiment permis d'avoir donc un impact environnemental vraiment intéressant. Acheter local via panier local, via Mon Marché, on peut dire maintenant que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour notre économie, on investit chez nous en le faisant. Puis on en parle plus tard, mais c'est abordable, c'est pas plus cher acheter des piments qui ont été cueillis la veille, le matin même, que d'aller chercher des piments du Mexique. Là, c'est pour ça, c'est ça qui nous a convaincus de poursuivre l'aventure de panier local. On a une base de clients fidèles. On a maintenant tous ces arguments-là. On a une vitrine, puis c'est pour ça qu'on y croit dans l'avenir que ça va poursuivre, que ça va se poursuivre. J'aime pas le mot, mais la mode. Il y a quand même eu une mode pendant le coronavirus, mais cette volonté-là, je pense, va poursuivre. Fait que je me suis éparpillé un peu, mais la question de voici l'impact environnemental, social et économique, c'est ça. Puis Charles aussi, j'imagine, vous l'avez remarqué là, au fil des années, là, de 2009 à aujourd'hui, là, dans les derniers mois, là, vous avez parlé d'augmentation de la demande. Là, fait que on voit vraiment là, que c'est un courant hors du commun là, qu'on vit, là, puis que c'est encourageant pour la suite aussi. Là. Je ne sais pas si tu as quelques petits mots par rapport à ça. Oui, puis pour continuer un peu sur les avantages environnementaux aussi, là, c'est vraiment cool que tu aies calculé, Philippe, sur 2 mois l'impact que ça a eu en termes de CO2. Là. Je serais curieux de voir sur 10 ans. Comme nous autres, ça doit être assez impressionnant, mais nous autres, c'est vraiment quelque chose qu'on
qu'on fait souvent la promotion de dire toute la réduction du transport des aliments, en fait, quand vous achetez de producteurs de la région. Puis nous autres, c'est juste la région, fait que ça a vraiment un gros impact. Il y a un autre impact que tu aurais pu mentionner, tu n'as peut-être pas pensé, Philippe, mais qui est vraiment intéressant à nos modèles, puis c'est la réduction du gaspillage alimentaire. Parce que quand vous commandez en ligne, bien, ce qui est livré est déjà vendu. Tu sais, une épicerie, eux autres, le modèle d'épicerie, il prend un guess à chaque semaine d'acheter telle quantité d'aliments, mais il y a toujours, surtout dans le périssable, énormément de pertes, puis on le voit dans les nouvelles, ça revient toujours. Qu'est-ce qu'on fait avec les pertes alimentaires? Il y a de plus en plus de liens qui sont faits avec les banques alimentaires pour qu'au lieu de forcer en fait, les épiceries à donner ces aliments-là plutôt qu'ils se retrouvent à la poubelle, mais nous autres, par le modèle d'achat en ligne, bien, on réduit à zéro carrément le gaspillage alimentaire. Fait que c'est vraiment magnifique. Puis ça, on devrait vraiment mettre plus l'accent sur cet avantage-là. Parce que ça coûte cher produire des aliments, puis la plupart des gens, on ne voit pas ce que ça coûte comme ressource, comme énergie pour les produire, ces aliments-là. Fait que, rapidement, Charles, c'est ça qui nous permet aussi, comme petite organisation, de survivre. On n'a pas des pertes à assumer. Puis du côté du consommateur, c'est comme ça qu'on peut se permettre de leur en laisser plus du pourcentage énorme que la distribution puis la vente au détail prend d'habitude. Bien, on est capable de leur en laisser plus à eux aussi. Fait qu'économiquement, en tout cas, tout est là, je pense. Oui, tout est là, c'est ça. Parce que, tu sais, quand tu achètes en épicerie, souvent les épiceries vont se prendre une marge de 30 à 40 % sur le prix vendu parce qu'il faut qu'ils assument les pertes. Mais quand, comme Philippe l'a dit, tu n'as pas de pertes à assumer, bien, ça permet en fait de soit baisser le prix de ton produit ou de donner une marge plus importante au producteur. Fait que nous autres, c'est vraiment ça. Le producteur en ligne, il décide son prix. Fait que la plupart des producteurs sur notre site, ils gèrent leur page. Donc, ils décident les produits qu'ils mettent. Ils décident le prix qu'ils veulent avoir aussi pour leurs produits. Donc, souvent, ils ont plus de profit que s'ils vendaient à une épicerie. Fait que ça, c'est un autre gros avantage. Quand tu vas voir ces producteurs-là puis tu essaies de les convaincre de vendre, d'adhérer à ta plateforme, on n'a pas le volume de vente nécessairement des grosses épiceries, mais par contre, on a d'autres avantages qu'on est capable de donner aux producteurs. L'autre avantage aussi de tout ça... Petite parenthèse, même en plus, le fait de laisser plus de pourcentage comme ça aux producteurs transformateurs, même ça permet à des plus petits, ceux qui n'ont pas les marges nécessaires pour se faire distribuer habituellement dans des épiceries ou des choses comme ça, mais de rendre maintenant, pour eux, ils ne peuvent même pas se distribuer en épicerie. Donc là, on est comme leur premier maintenant réseau de distribution. Donc les micro-producteurs, micro-transformateurs en plus. Oui, tout à fait. On donne, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment de donner une chance aux petits joueurs. Puis c'est vraiment notre mission de base aussi. En fait, on n'est pas là pour encourager les gros joueurs. On est vraiment là pour encourager ceux qui ont de la misère à rentrer dans les épiceries ou dans les chaînes de distribution habituelles. Puis oui, souvent, c'est quand tu es un plus petit producteur, que tu produis à plus petite échelle, que tu fais des produits de qualité, ça va te coûter plus cher à le faire. Donc, s'il faut que tu le vendes à un prix, s'il faut que le canal de distribution se prenne une trop grosse marge, tu ne seras juste pas capable de vendre ton produit. Il va être à un prix qui n'est pas abordable pour les gens. Fait que oui, tout à fait, c'est un autre avantage de notre concept, en fait. Puis, c'est aussi tout au niveau social, c'est créer le tissu social. Tu sais. Nous autres, pendant la crise, les gens étaient confinés à la maison. Fait qu'on avait hâte de voir, est-ce que les gens vont continuer à venir au marché? Parce que là, on a aménagé une boutique. Fait que, on a vraiment les deux options. Puis oui, les gens, ils ont continué à venir. On a vraiment augmenté le nombre de livraisons à domicile, mais sur l'ensemble des commandes par semaine, c'était peut-être un quart des gens qui demandaient la livraison à domicile. Fait que les gens, il y avait ce besoin-là de contact humain, de sortir, de venir sur place dans une place qui est humaine. Tu sais, nous autres, quand ils viennent chercher leur commande, c'est « Bonjour, madame tel nom, bonjour, monsieur tel nom ». Puis il y a ce lien-là humain qui est présent. Puis, je pense que ça va perdurer. Tu sais, on parle beaucoup à cette heure d'adapter nos plateformes, nos entreprises pour qu'ils soient en ligne. Oui, je pense que c'est important de le faire, mais je pense que c'est vraiment important de ne jamais oublier l'aspect humain. Puis, tu sais, si, mettons, à un moment donné, il y a une crise environnementale ou s'il y a un shutdown, je ne sais pas, de l'Internet, là, bien, nous autres, on pense qu'on a un peu le meilleur des mondes, des deux mondes en ce moment, en ayant et le volet en ligne et le volet sur place. Tu sais.
si jamais on n'est plus capable d'avoir des aliments de la Californie, bien, nous autres, on aura toujours la possibilité d'avoir des producteurs qui sont à une demi-heure puis qui viennent à chaque semaine continuer de livrer puis de répondre à la demande des gens de la région. Fait que c'est vraiment une grosse richesse. Ça m'amène à la question qu'on se pose et que les gens demandent souvent. Est-ce que acheter local, ça coûte plus cher? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'aimerais ça y répondre. En premier, en fait, je trouve qu'on ne pose jamais la bonne question quand on pose cette question-là. Je vais dire pourquoi. Parce que acheter local, mettons, si, je ne sais pas moi, le ketchup Heinz était fait dans notre région, ben il ne coûterait pas plus cher que si c'était fait aux États-Unis puis importé ici. Quand on parle d'achat local, en fait, moi, ce que je trouve vraiment important, c'est de l'achat de qualité, en fait. Puis, il y a tellement, si tu regardes dans les épiceries, il y a tellement de produits transformés. Tu regardes les ingrédients, c'est une liste à n'en plus finir d'ingrédients que tu ne veux pas nécessairement avoir dans ton assiette, tu sais. Fait que nous autres, notre concept, c'est pas juste acheter local, c'est quand on choisit un producteur, on essaie de s'assurer que les aliments qui ont été utilisés pour la transformation ou la méthode de production, ou si c'est l'exemple des animaux, la méthode, l'éthique, en fait, pour l'élevage des animaux. Dans le maraîchage, ça va être des critères, souvent le bio, les pesticides. Fait que l'achat local de qualité, ça va être plus cher que les produits que tu vas retrouver en épicerie, mais qu'on va dire bas de gamme ou qui sont ultra transformés. Fait que c'est aussi ça qu'il faut considérer, qu'il faut essayer de changer, je trouve, cette idée-là dans la société. C'est si tu es pour acheter des produits, essaye qu'ils soient le moins transformés possible, qu'ils soient le plus de qualité possible, que tu sais d'où ça vient, que la personne qui les a faites a une éthique de travail dans ce qu'elle fait. Puis, ultimement, je pense que tu peux arriver à avoir des produits qui ne sont pas plus chers, mais c'est ça. Si tu as des produits de qualité, souvent, il faut que tu sois prêt à payer plus cher quand tu regardes la liste des ingrédients. Si tu veux avoir des produits qui sont biologiques, qui sont plus sains, ben ça va quand même un peu avec. On n'est pas nécessairement plus cher, nous autres, en termes de prix qu'ailleurs, sauf pour certains produits quand même, justement, comme je dis, qui sont plus de qualité. Fait que pour moi, l'achat local, ça va aussi avec l'alimentation saine de qualité. Puis se poser des questions sur la provenance des aliments, là. C'est ça la base. Là. C'est ça. Super. Je pense qu'il y avait une... Vas-y, Philippe. Oui, bien, tu sais, peut-être pour être complémentaire à ce que tu as dit, nous, tu sais, le panier local, c'est une réflexion qu'on a eue. On a des producteurs bio, on a des producteurs qui sont bio, mais qui n'ont pas l'accréditation. Puis, dans notre réflexion de départ, se dire c'est quoi notre politique, entre guillemets, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a encore à gérer pour savoir qu'est-ce qu'on met en ligne, qu'est-ce qu'on ne met pas. Au début, c'était achat local. En tout cas, là, si on met les quincailleries, si on met ça part trop large. Puis là, finalement, ça s'est vraiment concentré sur le besoin, c'est vraiment l'alimentaire. Puis après ça, il est arrivé l'idée restaurant versus épicerie. Non, encore là, on a resserré, on s'est concentré sur les producteurs transformateurs. Et quand est arrivée la question de OK, qu'est-ce que les gens mettent dans l'assiette, nous, on s'est dit, tant que c'est produit, tant que c'est transformé localement, la plupart du temps, ces valeurs-là vont s'y retrouver. Mais on ne s'en est pas fait un critère ou une politique de préférence, je dirais. C'est là où c'est là où on vient favoriser l'achat local, mais en même temps qu'on laisse la liberté aux gens de... je ne dis pas que mon marché ne laisse pas la liberté, mais c'est là où on trouve que dans l'accessibilité, on trouvait ça important aussi de laisser place à des produits qui ne sont pas nécessairement bio, qui ne sont pas nécessairement... c'est surtout du côté de la transformation, je dirais qu'on le voit, ça, parce que déjà, l'achat local, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on veut que les gens adhèrent. Après ça, je pense que les gens se conscientisent et mettent dans leur assiette des aliments de qualité et avec le moins d'ingrédients étranges possible et tout ça. Mais déjà, nous, de faire le premier pas vers l'achat local, c'est ce qu'on veut emmener les gens à faire. Donc, que ta lasagne, là, maison réconfortante, là, qu'elle soit faite à Bécancour ou à Nicolet,
OK, c'est peut-être une sauce dedans, peut-être que c'est une sauce de tomate faite du chili avec des pesticides. OK, c'est pas bien. Ben, c'est pas bien, c'est pas idéal. Mais elle n'a pas été fabriquée à la chaîne dans une usine à Mississauga, en Ontario. Puis, tu sais, c'est comme le premier pas, mais ça reste que c'est dans nos valeurs. Puis, quand vous regardez sur Panier Local, qui s'y trouve, les producteurs c'est aussi des valeurs qu'ils portent. Fait que ça se fait quand même naturellement, tout ça. Mais vraiment, notre cheval de bataille, c'est vraiment l'achat local, producteur, transformateur. On avait justement une question en lien avec le coût des aliments. La question étant, quel est le profil de la clientèle? Les personnes en précarité socio-économique réussissent-ils à recevoir les produits locaux? Je peux peut-être commencer là-dessus. Vite fait, c'est tellement varié. En plus, c'est Frédéric qui a la chance de rencontrer les gens puis de parler avec eux quand il les livre, mais c'est tellement varié. Autant, puis tu sais, il y a il y a des gens en précarité, il y a des gens qui sont très éloignés des centres qui commandent et qui, au final, ça devient accessible pour eux. Puis je pense qu'il y a eu je me souviens plus de son prénom, là, mais le super ambassadeur qui est passé, à tout le monde en parle, là, le permaculteur qui a développé un modèle de ferme à petite échelle vraiment intéressant. Bref, Marc-André, oui. Marc-André. Jean-Martin Fortier. Ah, Jean-Martin, oui. Donc, pour faire un lien avec ce qu'il disait, c'est que mon Dieu, où je m'en allais avec ça? J'ai oublié. Mais en tout cas, c'est vraiment accessible à tous. Puis la saisonnalité, c'est ça, voilà. Fait que peu importe ce qu'on met en ligne, ce que les gens achètent, la saisonnalité vient abaisser le coût de toute manière de ce que les gens achètent. Ce qui fait qu'on donne l'opportunité à des gens peut-être plus défavorisés de prendre ces piments de couleur et non pas juste ces piments verts, parce qu'habituellement, à l'épicerie, je pense que les piments de couleur sont plus chers, mais parce qu'ils sont dans la saison et c'est les petits prix. La semaine prochaine, en fin de semaine, on met en ligne les fraises. C'est la même chose. C'est le moment des fraises, c'est normal que ça soit moins cher pour tout le monde. Puis c'est ça. Fait que ça devient. On ne peut pas inventer des ressources qu'on n'a pas localement. C'est là mon point, c'est de se dire ce qu'on met en ligne, si ce n'est pas le temps en ce moment du maïs, on ne mettra pas du maïs je dis n'importe quoi, à 10 $ la livre, même si on n'est pas dans le moment du maïs. Fait que c'est ce qui fait que je pense au final, les gens peut-être plus défavorisés qui ont un portefeuille, qui magasinent plus par rapport à leurs moyens, vont peut-être mieux manger parce qu'ils vont manger ce qui pousse maintenant. Oui, je peux continuer là-dessus. Oui, la saisonnalité, là, comme tu dis, Philippe, c'est vraiment important. Là. Puis moi, je ne vais pas souvent à l'épicerie maintenant à cette heure, mais quand j'y vais, je suis toujours surpris que les aliments coûtent cher, les fruits et légumes surtout. Puis il y a beaucoup un concept de saisonnalité là-dedans, justement. Quand tu peux avoir un céleri l'hiver qui monte jusqu'à 7 $ à l'épicerie, mais tu n'auras jamais ça ici au Québec. Parce que les prix, on est beaucoup moins sujet au changement de l'offre et de la demande. Et là, l'offre l'été, durant la saison, pour les aliments, en tout cas pour les fruits et légumes. Fait que je pense que c'est... nous autres, Philippe lui parlait qu'il voulait pas faire trop de discrimination puis aller plus sur l'achat local. Bien, nous autres, on ne dit pas qu'on veut faire de la discrimination, mais on veut comme être plus que juste un mouvement d'achat local. On veut aussi qu'il y ait les valeurs qui vont avec, justement, de qualité des aliments, de durabilité, de saisonnalité. Puis c'est comme tout un pattern à changer chez la plupart des gens parce que depuis qu'on est né, depuis qu'on est jeune, on est capable d'aller à l'épicerie puis de s'acheter n'importe quoi, n'importe quand dans l'année. Alors que pourtant, justement, ça vient tellement loin puis il y a tellement de problématiques souvent environnementales associées à ça. Fait que quand tu apprends à manger plus de saison, bien, c'est comme une redécouverte. Il faut comme changer un peu notre idée qu'on en fait, mais en même temps, c'est une richesse parce que tu valorises beaucoup plus les produits qui sont là pour juste une courte période. Tu sais. Fait que pour ça, ça peut être moins cher. Puis sinon, nous autres, notre clientèle, on a deux clientèles types, je te dirais, c'est les jeunes familles puis les personnes de 50 ans, 55 ans et plus. En termes de
en termes de socio-économique, là, j'ai de la misère à dire. Il y en a qui, je pense, de tous les ranges. Là. Il y en a qui sont pas nécessairement, qui sont peut-être proches de la précarité, puis d'autres qui ont vraiment des gros salaires. Je pense pas que les gens qui sont vraiment en situation de précarité économique viennent s'approvisionner au marché parce que souvent, oui, ça va être un petit peu plus cher. Ils vont y aller plus avec des aliments de base. Est-ce que moi, ça me met mal à l'aise? Un peu. J'aimerais ça que tout le monde soit capable d'avoir accès à des aliments santé. Mais ça, je pense que je le vois plus comme un changement de mentalité dans notre société. Il faudrait qu'éventuellement, on soit capable dès le jeune âge, de montrer aux enfants à cultiver des légumes, à voir comment que se transforment les aliments. Tu sais, il y a tout un changement de mentalité à faire dès le jeune âge, d'éducation pour que éventuellement ce soit comme plus normal pour les gens quand on arrive à l'âge adulte de dire, ben voyons, ma carotte, c'est normal que je sois capable de la faire pousser ou l'acheter d'un producteur de la région. Tu sais. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire de ce côté-là, je pense. C'est un point intéressant, c'est de l'éducation à faire, qu'on doit se poser des questions, puis faire l'éducation à notre famille, puis les gens autour de nous. Et là, je vais laisser la parole à France de l'UPA qui avait quelques petits mots à dire, qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Oui, bon, ben bonjour à tous. Moi, je voudrais juste vous rajouter, parce que le travail que vous faites est vraiment exceptionnel. À l'UPA, vous avez dû le voir passer, on a lancé la campagne Mangeons local plus que jamais. Notre objectif en arrière de ça, c'est de mettre des humains à l'agriculture. Donc, on a demandé aux producteurs de nous envoyer des petites vidéos. D'ailleurs, Mon Marché nous en a fait un là, qui va rouler prochainement. Donc, si vous allez sur notre site web de l'Union des producteurs agricoles, donc de la Confédération, ou sur notre page Facebook, nous, régionales, on les fait rouler. Et notre objectif, comme je vous dis, c'est de mettre des visages des producteurs agricoles, de ce qu'ils font avec leur passion, donc à l'écran. La deuxième chose qu'on a fait ici régional, c'est que si vous allez sur le site de l'UPA Centre du Québec, vous allez voir le gros titre « Mangeons local plus que jamais » et vous allez avoir la petite cuillère à côté qui dit « Trouver un producteur ». Actuellement, les gens vont peut-être se chercher des sorties. Donc, nous, on en a profité pour mettre les listes des producteurs où est-ce qu'on peut aller à la ferme, soit faire de l'autocueillette ou des kiosques à la ferme. Notre objectif, c'est de faire sortir un peu les gens, mais aussi les rapprocher des producteurs. Donc, si vous allez sur notre site et que vous allez sur l'onglet, vous allez pouvoir cliquer et la liste est montée par MRC. Et encore là, les gens sont invités à rentrer le code postal. Pourquoi? Ça va donner la distance avec le producteur, donc le plus proche de chez eux, donc une préoccupation évidemment au niveau du kilométrage. À la fin du mois, donc normalement fin juin, là, on va sortir une application pour les téléphones cellulaires, tout ce qui est autocueillette. Donc les gens vont pouvoir trouver la ferme la plus près de chez eux s'ils veulent faire l'activité d'autocueillette. Donc je trouve que ça vient bien rejoindre les activités de Charles et Philippe qui font. Nous, on vient appuyer les producteurs, on essaie de faire mieux connaître ce réseau-là. Et on a la chance d'avoir des réseaux qui se développent en région. Voilà ce que je voulais ajouter. Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Puis c'est intéressant parce que ça démontre vraiment le dynamisme de la région au centre du Québec. Il y a des belles initiatives qui ont lieu, dont celle de Charles, Philippe et avec l'UPA, ce qui offre pour les citoyens. Donc, je voulais faire une mini parenthèse pour dire à quel point on peut être fier du centre du Québec parce qu'il y a des belles initiatives, il y a une foule de producteurs super engagés là, qui méritent d'être mis de l'avant. Tout à fait. Puis, si je peux... parce que je vois Céline Rousseau qui est là de Tourisme Centre du Québec, qui est directrice adjointe. Je suis administrateur sur le conseil d'administration de Tourisme Centre du Québec également. Et à mon arrivée, je me souviens d'avoir entendu « Ah, le Centre du Québec, c'est comme c'est Charlevoix. On a une offre agro incroyable. Salut Céline. C'est Charlevoix littéralement ou même meilleur. Bref, on a une richesse. Puis, je venais de la région, j'ai grandi ici. Puis je pas que j'étais perplexe, mais je me disais, voyons, Charlevoix, c'est haut dans mon estime. Voyons comment ça qu'on compare le centre du Québec à ça. Puis, avec Panier local et même avant ça, avec le travail avec Tourisme Centre du Québec, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la richesse de la production et même de la transformation agroalimentaire au centre du Québec. Puis, je trouve ça fou de participer à rendre ça maintenant plus visible, puis que maintenant,
un citoyen, on nous le fait dire, on se le fait dire, là, voyons, on ne savait pas ça qu'il y avait ça chez nous, du safran, des viandes bio, de la viande, la fausse, ben pas de la fausse viande, mais des produits alternatifs de viande. Bref, des produits, des fois, qui sortent de l'ordinaire, mais on les a chez nous. Bref. Fait que je voulais juste faire un petit pont pour t'appuyer là-dessus. Le centre du Québec est vraiment une région incroyable de ce côté-là. Puis, je peux le dire, là, Céline, on n'a rien envié à Charlevoix. Oui, tout à fait. Je pense que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, là, mais juste pour renchérir là-dessus, c'est qu'on a tendance à minimiser ce qu'on a, alors qu'en effet, on a vraiment de très belles richesses ici, puis il faut les mettre en valeur. Puis bravo à vos initiatives. Écoutez, c'est un peu paradoxal d'avoir une situation comme ça pour que ça émerge chez nous, mais je tiens à saluer tous les efforts qui ont été faits parce qu'en effet, je pense qu'au niveau de l'agroalimentaire et pour nous, l'agrotourisme, il y a des belles... il y a une entraide qui s'est installée, puis je souhaite ardemment qu'on la ressente pour le futur encore, là, ces beaux liens qui ont été créés. Fait que bravo, merci à tout le monde. Là. Puis c'est pour ça, en fait, qu'avec Place aux jeunes, on trouvait ça tellement important d'en parler parce que, ben, nous, quand on rencontre des candidats, ben, on vend une région, on vend tout ce que la région peut offrir, dont les produits agroalimentaires. Donc, c'est pour ça qu'on est fiers là, de pouvoir en parler là, puis mettre ça de l'avant. Pour renchérir ce que tu dis aussi, Angéline, c'est oui, on a les... tu sais, nous, notre public, c'est les gens qui sont en dehors du centre du Québec, qui veulent venir s'établir ici, mais c'est aussi démontrer qu'il y en a peut-être des gens qui ont de l'intérêt pour ouvrir une entreprise agroalimentaire, mais il y a un dynamisme qui existe ici dans la région et il y a les agents de migration qui peuvent accompagner les personnes, mais il y a plein d'autres organisations aussi qui sont en place. Là. Je sais qu'il y a... Elisabeth de Artère qui est avec nous. Il y a aussi des gens du MAPAC qui peuvent offrir, qui assistent, qui peuvent offrir de l'accompagnement. Donc, on est vraiment une région, comme je vais reprendre les mots de Philippe, là, on n'a rien à envier à Charlevoix. Là, on est une belle région variée au niveau de l'offre alimentaire et au niveau aussi des types de produits qui sont cultivés et qui sont transformés dans la région. Puis, je veux, moi, faire du poids sur justement l'intervention qui a été faite par France et l'intervention qui a été faite par Céline parce que aujourd'hui, on a invité Charles et Philippe pour venir échanger avec nous, parler de mon marché, parler de panier local, mais ce n'est qu'un échantillon de tout ce qui existe au Centre du Québec. Puis, à la fin de ce webinaire, vous recevrez par courriel un petit document. Ce n'est pas un document qui est exhaustif, mais c'est un document qui vous présente d'autres ressources qui existent également pour que, justement, si vous dites, moi, je voudrais savoir c'est lequel le marché public le plus proche de chez moi, on a le lien vers la campagne, justement, à Mangeons local plus que jamais de l'UPA. On a le lien vers le site web où est-ce que France nommait, où est-ce qu'on peut retrouver la liste des producteurs locaux par MRC. On a aussi inclus les informations de tourisme Centre du Québec sur la route gourmande. Donc, il y a toutes sortes de choses, il y a des moyens et je pense qu'il faut, nous, en tant que consommateurs aussi, justement, se dire, ces ressources-là existent, à nous de les exploiter. Tout à fait. Donc, pour conclure, là, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle, c'est quoi la suite? C'est quoi le futur là, pour les deux plateformes? Je sais que Philippe, vous avez annoncé dernièrement que vous allez maintenir vos activités. Maintenir le service déjà, étant donné justement le modèle innovant de livraison, c'est quand même important de conserver un bon volume aussi de livraison pour rendre le tout possible. Mais c'est ce qu'on observe, puis c'est ce qu'on reçoit comme demande aussi, c'est qu'on reste et qu'on rende encore plus accessible les achats locaux via panier local, via les points de cueillette. Donc ça, c'est la grande nouveauté. C'est pas nouveau, là, mais c'est le futur de panier local, en fait, avec le déconfinement, les gens retournent au travail, les gens ne sont plus à la maison, donc la livraison devient moins
moins prisés, je dirais. Donc, les points de cueillette deviennent pertinents en plus d'abaisser le coût de la livraison. Donc, ça, c'est une bonne suite. Puis aussi, sinon, on a une campagne aussi d'achat local qui s'en vient, qu'on participe. Là, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est quand même du concret. Puis c'est ce qu'on veut depuis qu'on s'est lancé. Anecdote, la journée où on était censé annoncer la création de Panier Local, Panier Bleu était annoncé la même journée. Là, on était comme « Ah, bon, ça y est, qu'est-ce qui se passe? On ne pourra peut-être pas lancer. » Mais finalement, on s'était aperçu qu'on était vraiment une offre concrète plus que ce qui était annoncé à ce moment-là. Puis c'est ce qu'on veut demeurer dans le futur aussi. On veut réussir à connecter le producteur au local, le lien qui peut exister dans un marché ou tout ça, mais de le recréer et peut-être même, c'est une des ambitions qu'on a de créer, comme Mon Marché fait, en fait, du côté de Victo, des événements où les gens peuvent rencontrer les producteurs, les transformateurs physiquement et créer vraiment le lien personnel là, plutôt qu'avec un vendeur ailleurs ou ainsi de suite. Là. Mais c'est là où on voit le futur de Panier Local, c'est vraiment de connecter le producteur transformateur au consommateur et être une vitrine pour ces producteurs-là, pour faire un petit peu de pouce sur ce que France et Céline disaient. Si on peut être une vitrine, puis dans le temps du coronavirus, je pense qu'on l'a été, les gens ont appris à connaître des entreprises, des fermes, ils ont vu des images, on est sur le web, fait qu'ils voient, il y a des vidéos, bien, ça leur donne le goût après ça d'y aller directement, puis il y a tellement des choses merveilleuses là, qui se sont passées depuis la création un transformateur qui ne savait pas que tel producteur existait. Bien là, on s'est mis à livrer entre ces deux producteurs-là. Puis là, on vient de créer un réseau à l'interne même de transformation. Puis, tu sais, tantôt, là, on parle d'impact financier, d'impact environnemental et tout ça, mais il y a tellement de choses qui ne sont même pas comptées dans tout ça. Bref, fait que on voit beaucoup d'opportunités, beaucoup de moyens d'aider autant nos producteurs que notre clientèle à se réunir, à se connecter. Puis si un outil en ligne peut l'être, ben, je pense qu'on est rendu là. Rendu là. Je pense que ça peut l'être, puis les gens, ils cherchent ça aussi. Ben, on va être là, on est là pour rester. C'est vraiment inspirant, puis c'est encourageant de voir la technologie mise à profit d'une belle mission, là. Pour toi, Charles, Mon Marché, c'est quoi les plans pour les prochaines semaines, mois, années? Ben, nous autres, c'est sûr qu'on veut continuer à surfer sur cette vague-là. Là. C'est vraiment une belle vague. Tu sais. Puis avant, quand on a parti le projet il y a 10 ans, on était vraiment novateurs. Puis dans les dernières années, comme beaucoup de marchés de solidarité à travers le Québec, ça devenait plus difficile pour différentes raisons. Comme le concept, il y avait besoin d'être adapté, de se modifier, de se renouveler. Puis quand on a déménagé, ça nous a vraiment permis, en fait, de commencer à se renouveler. Mais c'est vraiment la crise qui nous a comme mis sa map à la grandeur, ou qui a fait que les gens qui avaient entendu parler de nous, ils disent « OK, là, on fait le move pour de vrai. » Puis on pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester. Bon, on le voit déjà là, avec le déconfinement, il y a beaucoup de gens qui sont restés au marché. Fait que c'est un beau problème parce que là, on manque de personnel. Justement, on va embaucher quelqu'un d'autre pour nous aider dans le développement de projet. Puis, on a beaucoup de projets qu'on veut continuer à mettre en branle à travers ça. Notre mission, c'est d'offrir des produits locaux, mais on veut aussi être plus que ça. On veut, par exemple, il y a le zéro déchet qu'on parle beaucoup. Là, j'ai fait beaucoup de recherches l'an passé. Fait que ça, ce serait comme dans une phase 2, justement, de bien mettre en place le volet zéro déchet vrac. Il y aurait tout le volet éducation aussi. Comme je parlais, c'est tellement important. C'est tellement plus dur de convaincre des personnes âgées de changer leurs habitudes versus quand tu prends un jeune puis tu lui montres. Ça va être inné. Après, tu n'auras même pas besoin de le convaincre qu'il va venir à toi parce qu'il va croire en ça va être naturel. T'sais. Fait que tout le volet éducation, j'aimerais vraiment qu'on soit capable de mettre des projets sur place pour améliorer cet aspect-là. Puis l'autre aspect aussi, c'est toute la transformation alimentaire. On parle beaucoup de saisonnalité des produits, mais en même temps, il y aurait tellement de place justement à améliorer le volet de transformation des aliments, être capable de canner, exemple, nos légumes, d'avoir de la sauce tomate, d'avoir différents légumes que tu peux avoir à longueur d'année. On le fait beaucoup dans l'éco-village où est-ce que je reste. Fait qu'on prend nos légumes de la ferme d'été,
on les transforme sur différentes manières. Puis ça fait qu'à longueur d'année, tu es capable d'avoir des aliments frais, santé. Puis je trouve qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus, mais on le voit là, à travers le Québec. Là, je me suis informé, puis il y a vraiment beaucoup de projets en transformation alimentaire qui sont en train de naître un peu partout. Puis ça donnerait vraiment un coup de pouce aux producteurs aussi, parce que, mettons, un producteur qui fait ses légumes pour la saison, pour du frais principalement, bien là, il pourrait en produire le double, justement, une partie qui serait transformée pour en avoir le restant de l'année, pouvoir en offrir l'hiver aux gens. Fait que ça, c'est un autre gros projet là, sur lequel il y a beaucoup d'intérêt dans notre région. Là. On parlait que notre région est super dynamique, là, mais puis qu'il y a une belle offre agroalimentaire, mais à Victo, c'est fou. Là. Il y a vraiment un grand dynamisme pour plein de projets. Puis de plus en plus, j'entends parler qu'il y a des gens qui veulent travailler sur des projets de transformation alimentaire. Fait que nous autres, dans les prochaines semaines, on risque de s'allier à ces projets-là pour voir comment on peut travailler ensemble pour faire grandir. Fait que nous autres, on s'attend à la possibilité d'avoir une phase 2 pour le marché, pouvoir agrandir éventuellement. Où est-ce qu'on est en ce moment? On est dans l'ancien pavillon agricole du Cégep de Victo. Puis, il y a une place qui nous est réservée là, pour une phase 2 d'agrandissement. Fait que je ne sais pas quand ça va se faire, mais moi, je pense que ça va finir par se faire. Il faut juste bien prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les besoins, c'est quoi l'aide qu'on peut avoir aussi. Fait que c'est ça. C'est continuer à faire grandir le mouvement d'achat local, mais bonifier là, avec des valeurs en arrière de ça encore plus grandes. Bien, super, merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé de vos deux plateformes, les deux missions qui en fait, c'est un peu la même mission là, de l'achat local puis valoriser les producteurs partout sur le territoire. Simplement aussi mentionner tout à l'heure, parce que j'ai parlé de différentes initiatives, mais j'ai oublié de mentionner la balade gourmande et je tenais à le mentionner, qui est quand même un événement qui est bien connu et reconnu dans notre région. Donc, je tenais à le mentionner également. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Angéline? Ben, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur les services de Place aux Jeunes, n'hésitez pas à aller soit nous écrire, soit aller sur notre page Instagram. On a les Facebook et des Place aux Jeunes locaux. Sinon, vous pouvez aller sur le site web de Place aux Jeunes. Toutes les informations sont là. On peut vous aider d'une foule de manières possibles. Donc, n'hésitez pas. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. J'aimerais qu'avec le temps, on fasse un effort dans notre langage où je m'exprime. On est en crise, on est porté à dire on va encourager, on va aider. Moi, j'espère qu'on va aller plus loin que ça, puis qu'on va convaincre les gens de se choisir. Je choisis mon achat local, je choisis mes entreprises, je choisis mes producteurs. Encourager, il y a un risque après la crise. On dit qu'il faut faire des efforts pendant la crise, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans notre langage, puis essayer de tasser un peu ces mots d'encourager et aider pour dire on se choisit, pour y mettre une fierté, pour y mettre une importance, puis rester bien solidaires entre tous. C'est un excellent point. Donc, je vous invite tous à choisir les produits locaux, puis continuer à choisir la région du centre du Québec. Merci beaucoup, Philippe et Charles, d'avoir pris le temps là, pour nous aujourd'hui. Puis merci à tous d'avoir été présents et d'assister de votre participation. Tout à fait. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.